À la une, d'abord, cette bagarre à Fass Boye dans le département de Tivaouane. Des pêcheurs se sont attaqués à des bateaux étrangers. Des pirogues et des filets détruits ou emportés. Les pertes sont estimées à plus de 100 millions de francs CFA. Les pêcheurs ont observé une journée morte ce mercredi pour dénoncer les agissements des bateaux étrangers qui, selon eux, sont en train de piller les ressources halieutiques au Sénégal. 30 candidats à l'émigration clandestine interceptés à la plage de Soumbédioune. Ils avaient embarqué de la Gambie. Ils ont été remis à la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et de pratiques assimilées. Le transport perturbé à Mbour ce matin. La mairie a immobilisé 43 minibus Tata. Eh bien, c'est parce qu'ils sont restés 14 mois sans payer la taxe municipale, 10 000 francs CFA par mois. 106 infractions, 3 cas de vol, 4 armes saisies et 5 véhicules immobilisés pour défaut d'immatriculation. C'est le bilan provisoire de la gendarmerie 7 jours seulement après l'ouverture de la FIDAC, la foire internationale de Dakar. Le sport, Abdou Diouf Junior, Yonou Tol ce mercredi porte la signature de Seydou Nourouba. Dans le débrief, nous allons parler de la pêche illégale avec l'utilisation de filets monofilament. La pêche et ses interdits à la lumière de ce qui s'est passé à Mbour, une bagarre entre pêcheurs à l'origine. L'utilisation du filet monofilament. Nous serons avec Mamadou Diop Thioune, coordonnateur du dialogue social pêche et aquaculture. Il est également membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Amadindia est à la technique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, ce drame en plein centre-ville, au rond-point Sandaga. Un policier s'est donné la mort. Blaise Dabi Gabriel Bass était en service à la compagnie circulation du commissariat central de Dakar. Selon des témoins, Blaise s'est suicidé à coups de ciseaux. Oumou Djegagnan. Des commerçants munis de balais enlèvent du sang provenant du policier qui s'est suicidé au rond-point Sandaga. Une situation qui les plonge dans la peur et la tristesse. Ils ont du mal à puper mot. Les traces de sang nous ont remonté jusqu'à la place où Blaise Dabi Gabriel Bass a commencé à se donner des coups de ciseaux. Là, nous avons rencontré Badoukan, l'une des personnes qui ont essayé de lui en dissuader. Tous mes habits sont tachetés de sang. Il est venu de nulle part, muni d'un ciseau avec lequel il se donnait des coups enchaînés au bas-ventre et à la gorge. Alors, vu qu'il était en tenue, on n'a pas voulu l'approcher. C'est par la suite que j'ai réussi à le maîtriser. Et j'ai pu retirer le ciseau au niveau de sa gorge. Cette femme, prise de peur, tente tant bien que mal de se prononcer. Mon avis, cet homme n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Il n'entendait même pas le cri des gens qui l'alertaient. Si les gens n'ont pas eu le courage de l'approcher, c'est parce qu'il est policier et en même temps, il était armé. Je m'excuse, mais je ne peux pas en dire plus. J'ai eu la peur de ma vie. Blaise Dabi Gabriel Bass venait juste d'être affecté à la compagnie circulation du commissariat central de Dakar. Selon certaines indiscrétions, il développait des troubles psychiques. Son corps a été déposé à l'hôpital de Dantec pour des raisons de l'autopsie. Oumou Djegagnan, cette bagarre à Fass Boye, des pêcheurs se sont attaqués aux bateaux étrangers. Les dégâts sont importants, des pirogues et des filets de pêche détruits ou emportés. Les pertes sont estimées à plus de 100 millions CFA. Ce mercredi, les pêcheurs ont observé une journée morte. Cheikh Anta Diop. Journée sans pêche, c'est le mot d'ordre décrété par les pêcheurs de Fass Boye. Nous ne pouvons même pas aller en mer. Les pêcheurs sont en colère, les jeunes sont là. Rouges de colère, ils ont amarré toutes les pirogues pour protester contre les dégâts causés par les bateaux étrangers. Maud Samb, le coordonnateur du conseil local de pêche de Fass Boye. Il y a 3 bateaux, c'est des bateaux étrangers, longueur de 100 mètres de long, qui sont passés ici et qui ont détruit toutes les pirogues qui sont là à 100 mètres de la plage. Ils ont même emporté un filet d'un montant de 20 millions. Les dégâts Fass Boye à Kayar en passant par Moro. Nous avons estimé à plus de 100 millions de francs CFA. Encore, il a pris un moteur de 4 millions, 60 chevaux, un moteur hors bord. De 22h jusqu'à 4h du matin, on était avec les bateaux. Avec nos maigres moyens, ils nous jettent de l'eau chaude. Les manifestants reprochant aux autorités étatiques de faire sourde oreille sur leurs difficultés ont extériorisé leur désespoir. Il y a des bateaux étrangers qui viennent détruire nos matériels sans la réaction de l'État.
cela nous fait mal. Toutes raisons selon Maud Samb qui justifient leur mouvement d'humeur. Un appel est ainsi lancé à l'endroit du ministre de la Pêche. À Alioundoy, il vient d'installer. Actuellement, le problème des pêcheurs, c'est le problème de la sécurité. Il faut généraliser la géolocalisation, renforcer les brigades de surveillance. Ces pêcheurs de Fass-Boye qui ne décolèrent pas ne comptent pas baisser les bras. Une journée nationale est prévue dans les semaines à venir en vue de sensibiliser tous les acteurs de la pêche. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Une autre bagarre a eu lieu entre pêcheurs à Mbour. Des blessés, il y en a eu, du matériel de pêche également détruit. C'est parce que certains pêcheurs ont bravé l'interdiction de la pêche avec filet monofilament. Les pêcheurs qui ont été interpellés suite à cette bagarre ont été libérés en fin de matinée. Justement, dans le débrief, nous évoquons le sujet, la pêche avec le filet monofilament interdite au Sénégal depuis 1998. Pour en parler, nous serons avec Mamadou Diop Tchoun, coordonnateur du dialogue social pêche aquaculture. 30 candidats à l'émigration clandestine interpellés par la police tôt ce matin à la plage de Soumbédioune. Ils avaient embarqué dans une pirogue à partir de la Gambie pour l'Espagne. La police de la Médina les a mis à la disposition de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées. Eladji Ndiogoudienne. L'expédition pour l'Espagne s'est arrêtée à Soumbédioune pour ces candidats à l'immigration. Ils sont tombés vers 4h du matin sur une patrouille des éléments du commissariat de la Médina. Ces derniers étaient déjà informés du départ de cette pirogue des côtes gambiennes avec plusieurs personnes à bord. Mais ceux qui sont arrêtés sont au nombre de 30, 10 Sénégalais et 20 Gambiens. Ces candidats à l'immigration clandestine ont été conduits au commissariat de la Médina avant d'être mis à la disposition de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées qui est un démembrement de la police de l'air et des frontières. Ils doivent être auditionnés et pourraient même être déférés au parquet selon nos informations pour le délit de tentative d'immigration clandestine qui est puni par la loi. L'arrestation de ces 30 candidats à l'immigration clandestine intervient moins d'une semaine après le chavirement d'une embarcation au large de la Mauritanie. Un chavirement qui a fait près de 100 morts, dont 15 Sénégalais et 52 Gambiens. Les 14 rescapés sénégalais de ce drame ont été d'ailleurs rapatriés samedi et conduits dans leurs localités respectives. RFM, la radio de toute l'actualité. Université Hassan Sek de Ziguinchor, les étudiants désapprouvent la décision des autorités de leur envoyer 3000 nouveaux bacheliers. Ces étudiants dénoncent également l'arrêt des travaux de construction d'ouvrages sociopédagogiques. Les étudiants ont d'ailleurs décidé d'aller dans les restos, manger tranquillement sans ticket parce qu'ils n'ont toujours pas perçu leur bourse. Lamine Ba. Pour la cellule de coordination d'étudiants des UFR de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, les autorités de tutelle n'ont pas respecté leurs engagements de livrer les chantiers d'extension du campus social et pédagogique pour accueillir les nouveaux bacheliers. Pape Ibrahima Diouf, coordinateur des UFR. Vous voyez l'endroit où nous nous trouvons, ces chantiers sont là, égarés depuis 2015, ça n'avance pas. Nous avons 3000 nouveaux bacheliers cette année-ci. Ce qui veut dire que la situation va changer. Sur certains emplois du temps, vous verrez même ça la chercher. Notre devoir, c'est de dévoiler les manquements qui se trouvent au sein de notre université. Aujourd'hui, l'université Hassan Sek de Ziguinchor est vraiment dans des situations très délicates. Ils ont déjà fait leur sortie, tout en annonçant qu'ils sont prêts à accueillir plus de 3000 étudiants. Nous, ce qui nous dérange dans tout ça, c'est dans quelles conditions ils vont accueillir ces 3000 étudiants. Ces chapiteaux n'ont même pas encore démarré et ils nous parlent d'une ouverture qui doit se tenir janvier maximum. Nous, on n'est pas prêts à accueillir 3000 étudiants, ça ne va pas. Les étudiants ont aussi initié ces derniers jours des manger gratuits en guise de protestation au niveau du seul restaurant universitaire en guise de protestation au non-paiement de leur bourse. Aujourd'hui, c'est le 10. Les étudiants n'ont même pas encore perçu leur bourse jusqu'à présent. Et je tenais également à vous informer que l'université actuellement est en mouvement. Peut-être vous n'avez pas vu les étudiants sur la rue et autres, mais nous sommes en mouvement parce que nous avons décrété des manger gratuits illimités et ceci est dû au retard du paiement des bourses. Et tant qu'on ne nous paie pas, aucun étudiant ne va acheter un ticket pour se restaurer. Les étudiants d'Hassan Sek ont aussi décrié le lot de nouveaux bacheliers laissés en rade dans les orientations et invité le ministre de l'Enseignement supérieur au respect de ses engagements. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, retour ici à Dakar au marché Thiaroye où les commerçants victimes des travaux du train express régional ont tenu un sit-in ce matin. Ils sont plus de 400 qui demandent à être indemnisés. Depuis 3 ans, ils sont dans l'attente. Et là, ils soutiennent qu'ils n'en peuvent plus. Ngagne Amar, porte-parole du collectif des commerçants du marché Thiaroye, au micro de Ndongoka. Où nous sommes, on est plus qu'inquiets. Parce qu'on ne peut pas concevoir depuis 2016. On nous a démoli nos magasins, on est là traîné.
Les chèques qui datent de 2016, on ne les touche même pas. On est en train de payer les 2018 et autres. On a rencontré le DG, Moutagassi. D'après lui, il dit qu'il y a l'argent est sur place. Mais comment l'argent est sur place et qu'on ne peut pas donner aux ayants droit? Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On est au moins à 375 membres qui n'ont pas encore reçu leur indemnisation. Parce qu'à Thiaroye, tous les infrastructures de base se sont coûtées de l'autre côté. Et les habitants sont habités après le rail. Et vraiment, chaque matin, on a besoin de ces infrastructures. On ne peut pas passer de Pékin à de Djamogun pour aller à Thiaroye. Gagny Amar, le porte-parole du collectif des commerçants du marché Thiaroye, commerçants qui étaient commerçants victimes des travaux du TER. Je rappelle qu'ils étaient en sit-in ce matin. Perturbation du transport en Mbour ce mercredi, une situation due à la décision des autorités de la commune. Elles ont immobilisé 43 minibus Tata parce qu'ils sont restés 14 mois sans payer la taxe municipale qui est de 10 000 francs CFA par mois. Les responsables des minibus Tata s'en désolent et estiment qu'ils ne peuvent pas payer la même somme, 10 000 francs, à toutes les 16 communes du département de Mbour. Abdourahmane Diallo. Les 43 minibus Tata qui effectuent le transport dans le département de Mbour, immobilisés par les autorités municipales de la commune de Mbour. La raison est simple, ils ont refusé de payer la taxe municipale. El-Hadj Gueye, président de la commission transport et mobilité urbaine à la mairie de Mbour. Pour être clair, les 10 000 francs émanent du rapport du CETUD. Parce que dans le rapport du CETUD, ce sont eux qui avaient proposé pour la taxe municipale 10 000 francs. Donc le conseil municipal n'a fait que suivre les recommandations du CETUD. Les transporteurs précisent qu'ils ne peuvent pas payer des taxes à toutes les communes du département. Pierre Mbahan Gomis, président du collectif des GIE. Que tous les maires soient réunis autour du préfet, autour du président du conseil départemental, pour qu'en harmonie, on arrive à planifier un montant. En ce moment, c'est le Duyoy, et de façon isolée avec Mbour, de façon isolée avec Somon, de façon isolée avec Ngaparou, avec Signa, avec Malikounda. Ça, mettez-vous à notre place. Mais la commune de Mbour précise que ce projet de minibus Tata ne concerne que leur commune. Il nous pose le problème de l'intercommunalité. Alors qu'il faut reconnaître que ce projet, c'est un projet de Mbour. Parce que j'ai eu à accompagner le CETUD du début à la fin du processus. Les transporteurs, quant à eux, comptent rencontrer le préfet avant de définir un plan d'action. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo de Mbour. Nous prenons la direction de Touba où le président du regroupement des chauffeurs de la gare routière dément les informations distillées ça et là par ses adversaires faisant état d'un détournement de fonds. Idika et son camp, qui ont tenu une assemblée générale ce matin, ont aussi fustigé la décision du préfet de Ndam qui a reporté la date de l'élection du président du regroupement des chauffeurs de Touba, Marema Diop. Accusé de détournement des fonds du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Touba et d'avoir falsifié le fichier électoral, le président de la gare routière de Touba, Idika, refute toutes ces accusations portées contre lui. On m'a accusé de détournement. C'est pourquoi j'ai convoqué cette rencontre pour éclairer la lanterne des populations. 15 709 000 francs CFA se trouvent actuellement dans le compte. Ceux qui me pourfendent, je leur ai laissé la latitude de définir les modalités du scrutin. Les élections qui devaient se tenir le 1er décembre passé est finalement reportée. Il accuse le sous-préfet de Ndam d'avoir pris cette décision unilatérale. On ne peut pas retenir la date d'une élection et l'annuler au dernier moment sans l'accord de toutes les parties. Le sous-préfet de Touba a commis une grosse erreur. Il devait au moins m'appeler 24 heures avant pour m'informer, mais il ne l'a pas fait. Le président sortant se dit très confiant et demande aux autorités d'organiser les élections le plus rapidement possible. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, Touba, RFM. Il est 18h15. La suite, je vous l'annonçais en titre, 166 infractions, 3 cas de vol, 4 armes saisies et 5 véhicules immobilisés pour défaut d'immatriculation. Eh bien, c'est le bilan provisoire de la gendarmerie nationale, une semaine seulement. Après l'ouverture de la FIDAC, l'innovation cette année, c'est l'installation de caméras de surveillance dans certains endroits du CICEST et la gendarmerie invite les exposants à respecter les consignes de sécurité. La gendarmerie donc était en conférence de presse ce matin. Compte rendu, Salimata Aou.
Un face-à-face avec la presse pour rassurer visiteurs et exposants de la 28e édition de la foire de Dakar. La gendarmerie nationale a déjà marqué sa présence avec des arrestations pour différents cas. Commandant Arona Sarr, chef des opérations. 3 cas de vol ont été enregistrés concernant 2 portables et 2 pots de qualité. Pour ces 3 cas de vol, une personne a été arrêtée et on ne minimise absolument rien du tout. 2 bâtons télescopiques ont été saisis. Il y a 4 armes qui ont été saisies. Au registre maintenant de la circulation routière, on a noté 5 accidents. Depuis le 4, 5 véhicules ont été immobilisés. C'est des véhicules pour défaut d'immatriculation. Au total, 166 infractions ont été relevées. Pour cette année, plus de 400 militaires sont mobilisés pour faire face aux menaces. La direction générale de la foire a aussi installé des caméras de surveillance, lieutenant-colonel Ibouach. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que cette vidéosurveillance dont la mosaïque est disponible ici à l'intérieur du PCO nous permet d'explorer les endroits les plus reculés, les plus cachés d'ici afin d'identifier les menaces éventuelles, mais de pouvoir rapidement dépêcher un élément d'intervention pour d'éventuelles vérifications, mais en cas de commission d'une infraction aussi, pouvoir rapidement revenir sur le film et pouvoir identifier les auteurs. Les exposants sont invités à la coopération avec la gendarmerie, mais aussi au respect des consignes. Je vais demander le respect strict des consignes. Il y va de leur sécurité, qu'il s'agisse en tout cas de l'utilisation des feux nus avec les gaz butane dans les stands ou le branchement clandestin qui peuvent générer en tout cas des incendies. Une semaine après le démarrage, les forces de l'ordre veillent au grain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du CICES. Les contrôles sont récurrents pour éviter le moindre désagrément. Bienvenue, bonsoir Abdou Diouf Junior. Merci beaucoup Barthélémy. Les équipes nationales U20 de football et celle du beach soccer récompensées à l'instant même. La cérémonie se tient au ministère, au siège plutôt de la Fédération sénégalaise de football. Les équipes U20 du Sénégal et celles de Lions de la Plage qui vont donc être récompensées à la hauteur de leurs performances, leurs différentes performances. Nous écoutons dans ce papier signé Soda Thiam qui retrace le parcours des 2 équipes. La sélection nationale U20 du Sénégal termine l'année 2019 en beauté et surtout avec une médaille d'or remportée au tournoi de l'UFOA. Les Lionceaux ont vaincu la malédiction malienne pour s'adjuger l'or. Le Mali qui était en quelque sorte la bête noire de la sélection sénégalaise. Ce sont ces mêmes aiglons qui ont chippé l'or aux Lionceaux durant la CAN 2019. Donc cette fois-ci, John Lopy et compagnie ont pris leur revanche sur la sélection malienne. Finaliste à la Coupe du Monde 2019, les Lionceaux ont fait aussi un parcours remarquable pendant le mondial de la catégorie en 2019. Mais les poulains de Youssouf Dabo se sont arrêtés en quart de finale. Ils se sont rattrapés lors des Jeux africains en terminant sur le podium avec une médaille de bronze. Du coup, pour cette année 2019, la sélection U20 du Sénégal a garni son armoire avec 3 médailles. Pour la présentation de leur trophée remporté récemment en Guinée, les Lionceaux auront à leur côté leurs aînés de la sélection du beach soccer qui reviennent aussi d'une compétition majeure avec un 6e rang et un trophée de fair play. Avant le mondial de FIFA Beach Soccer, les Lions de la Plage ont participé au World Beach Game et décroché la médaille d'argent. Après, les protégés de Ngalasila ont mis la main sur l'or au tournoi de Lagos. Un parcours honorable pour les Lions du beach soccer. C'est pour cette année 2019. Sodatia Mabdou on enchaîne. Moussa Wagué, le nouvel élan au Barça. Moussa Wagué, dans l'effectif de Barcelone, l'arrière droit sénégalais de plus en plus utilisé par cette équipe des Blaugrana en Ligue des Champions hier. L'international sénégalais était titulaire, donc il a joué l'intégralité de cette partie. C'est peut-être le déclic pour ce joueur talentueux. Il va falloir beaucoup plus de caractère à Moussa Wagué. C'est l'analyse de notre consultant Momar Thioune. Moussa Wagué, à un moment donné, il a eu des problèmes parce que quand on vient et qu'on soit nouveau au niveau d'une équipe, il y a un problème d'adaptation qui se pose. Donc à son niveau, c'était ça. Ensuite, il a trouvé des joueurs aguerris qui avaient l'habitude de la haute compétition. Il lui fallait donc être patient et prendre son mal en patience, comme on dit. Mais je pense que tout simplement, ce qu'il a montré avec l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé qui lui a fait confiance, qui lui a permis de voir qu'il avait des potentialités, ça a donné la puce à l'oreille à l'entraîneur du Barça.
Et tout simplement, il faut continuer. Quand on a un joueur talentueux, il l'avait montré au niveau de la Coupe du Monde. Il faut tout simplement lui faire confiance et à partir de ce moment, il est capable de nous donner beaucoup de satisfaction. C'était très difficile pour le début, mais je pense qu'il s'est adapté. Il lui revient maintenant de simplifier davantage son jeu, parce que le jeu du Barça, on le connaît. C'est un jeu qui est vraiment fait de possession, de gestes techniques très léchers à la Messi. Bon, je pense que donc lui, s'il s'adapte, il peut donner beaucoup de choses au niveau du Barça. Et c'est un jeune qui a de l'avenir devant lui. Il est jeune, il est talentueux, il peut progresser. Je pense que l'entraîneur du Barça a intérêt à davantage le remettre en confiance et le mettre dans le terrain. 4 joueurs de l'équipe nationale du Sénégal qui évoluent avec leur club en Europe sont sûrs de jouer ces 8e de finale. Il s'agit de Moussa Wagué avec le FC Barcelone, Sadio Mané de Liverpool et Kalidou Koulibaly avec Naples et Idrissa Gana Gueye avec le Paris Saint-Germain, même si Gana traîne une blessure. Et nous continuons justement avec la Ligue européenne des champions avec la suite et fin des 8e de finale. À l'instant, le Dynamo Zagreb qui est en train de surprendre à domicile le Manchester City. 1-0 pour le Dynamo Zagreb, Shakhtar Donetsk 0, Atlanta Bergame 0. C'est le groupe C qui a démarré depuis 17h55. C'est match de 8e de finale dans le groupe A. Le Paris Saint-Germain reçoit à 20h Galatasaray. À 20h, même heure donc, le Real Madrid se rend en Belgique pour y rencontrer le club Bruges de Krépin Diatta absent pour cumul de cartons. Olympiakos Étoile Rouge Belgrade, c'est à 20h. Bayern Munich Tottenham, un choc à 20h également. À la même heure, Juventus de Turin voyage en Allemagne pour y rencontrer le Bayer Leverkusen. Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Abdou Diouf Junior. 18h22 Yonou Tol avec une autre voix, celle de Seydou Nourouba. Bonsoir. Bienvenue. À une semaine du démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, constat Dan Bawol, les producteurs ont tourné le dos au point de collecte établi dans la zone. Rares sont ceux qui vendent leur récolte au niveau des points autorisés. Djurbel Babacar Diouf. Qui pour vendre ses graines dans les points de collecte autorisés sur l'étendue de la région de Djurbel? En tout cas, l'essentiel des producteurs a déjà fait son choix. Certains ont déjà jeté leur dévolu sur le marché parallèle. Ceux qui ont fini très tôt ont commencé à vendre leur arachide dans le marché noir. Comparez 400 francs, 300 francs à 210. Ils n'attendront pas. Ils ont démarré. Ici, ce sont les femmes qui achètent l'arachide. Elles l'exportent à Dakar pour revendre ça plus cher. D'autres préfèrent tourner le dos à la vente de leur production. Le peu qu'ils en ont peut servir ailleurs. Les prix qui nous sont proposés ne m'intéressent pas. Moi, je préfère transformer mon arachide en huile et le consommer avec ma famille. Là, ça me rapporterait plus. Quoi qu'il en soit, beaucoup de points de collecte n'ont pas encore démarré l'achat des graines. Leur problème principal est l'absence de financement. Babacar Diouf, merci. À Tambacounda, la campagne reste pour l'heure timide. Le kilogramme d'arachide se vend entre 225 et 250 francs CFA. Le gouverneur de la région, à travers une tournée économique, affiche tout de même son optimisme, nous dit Moussa Omar Gueye. Dans la région de Tambacounda, d'importantes mesures ont été déjà prises en rapport avec la direction générale de la Sonacos, mais les transactions pour ce qui est de la campagne de commercialisation de l'arachide ne sont pas encore effectives sur le terrain au niveau des points de collecte ou au centre de réception intermédiaire du directeur général Modou Diagne Fada. Toujours est-il que le gouverneur de région, Omar Mamadou Baldé, se félicite des avancées notées dans le secteur agricole. 600 millions d'investissements appelés Goulombou Agrobusiness, 13 à 15 hectares d'agrumes, presque 25 hectares de manguiers en arboriculture, plus une cinquantaine d'hectares qui sont emblavés pour les cultures. C'est un modèle. Nous avons vu toutes ces machines. Nous sommes en phase de récolte. Goulombou seulement à partir de Agrobusiness va nous sortir énormément de choses en matière d'arachide.
plusieurs tonnes, visiter les exploitations de M. Abdou Samad Saho, un jeune que j'ai qualifié d'agriculteur et de producteur modèle qui aujourd'hui exploite des milliers d'hectares de production de semences au niveau donc de la région de Tambacounda. Nous sommes en phase d'avoir bientôt une usine de production d'huile, mais également une usine de production d'aliments bétail. À Koussanar, le kilogramme d'arachide est vendu entre 225 et 250 francs, contrairement au prix fixé par l'État qui tourne autour de 210 francs. Timidité d'une campagne et certains producteurs qui boudent certains points de collecte. Le président du comité de suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide reste optimiste. Aliou Dia se démarque de toute idée d'échec. Nous l'écoutons. Eh bien, on ne peut pas parler présentement d'échec parce que c'est le 3 qui était la date officielle de démarrage. Les opérateurs commencent à installer les hangars, d'autres installent le matériel de pesage. Donc, compte tenu effectivement de l'expérience que nous avions, parce qu'une campagne c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois, nous osons croire que c'est une campagne qui peut réussir. Parce que d'abord, il y a de l'arachide, il y a également des acheteurs. Il y a la Sonacos qui déjà annonce qu'elle dispose dans les caisses des banques locales de 30 milliards, ce qui est une première pendant la campagne. Parce que d'habitude, on démarrait la campagne et la Sonacos signait une convention avec les banques locales qui préfinançaient en attendant que le financement de la banque islamique vienne. Mais cette fois-ci, le financement de la banque islamique est déjà arrivé et ça est dans les caisses des banques locales. Donc c'est pas un problème de trésorerie de la Sonacos. Cependant, il faut signaler effectivement qu'avec le retard des pluies, ceux qui avaient semé avant la Tabaski ont pu trouver une bonne production. Mais tous ceux qui avaient semé après la Tabaski ont effectivement des productions vraiment inattendues. Cela veut dire que donc il y a de l'arachide, mais il va falloir maintenant une bonne organisation, un bon suivi et de l'argent disponible dans les points de collecte pour pouvoir effectivement permettre à la Sonacos d'atteindre l'objectif d'achat de 150 000 tonnes, mais permettre également à l'État d'acheter ces 75 000 tonnes de semences à fournir et permettre maintenant aux exportateurs de pouvoir disposer de quotas pour pouvoir faire l'exportation souhaitée. Yonotol, c'est fini. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain. Merci beaucoup Seydou Nourouba, 18h27, l'heure du débrief. Nous sommes avec Mamadou Diop Thioune. Monsieur Thioune, bonsoir. Oui, vous êtes le coordonnateur du dialogue social, pêche et aquaculture, également membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Avec vous, vous dites? Allô? Oui, allô, vous m'entendez, monsieur Thioune? Oui, je vous entends, allô, oui. Alors, je disais que le prétexte de notre entretien, c'est ce qui s'est passé à Mbour, cette bagarre entre pêcheurs à l'origine, l'utilisation du filet monofilament. D'abord, en termes clairs, filet monofilament, c'est quoi au juste? Le monofilament est un engin de pêche qui, malheureusement, est interdit par l'article 30 du Code de la pêche depuis 1998. Il y a eu des interdictions, mais pas d'application. Ça a tardé à appliquer la police de retrait. Mais ce qui est désolant, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes vendeurs sont exonérés par ce même État. Alors, c'est l'application de la mesure d'interdiction qui date de 1998 qui fait défaut. C'est le code de la pêche qui a été promulgué en 1998 qui passe à son article 30, l'interdiction de ce monofilament. En plus de ça, les concertations des conventions locales des CLPA, des comités locaux de pêche, ont établi des mesures préventives pour prévenir et interdit à voir l'usage de certaines pratiques de pêche qu'on appelle les FLSLI. Alors, aujourd'hui, cette communauté qui est socialisée dans les FLSLI, j'appartiens à Fasboy, c'est cette communauté aujourd'hui qui fréquente les quais de pêche qui ont des règlements intérieurs et qui les foulent aux pieds pour exercer leurs pratiques interdites et qui n'est pas convenue dans certaines de ces localités. Mais est-ce que les acteurs sont au même niveau d'information, c'est-à-dire est-ce qu'ils savent, oui, est-ce qu'ils sont au courant de cette mesure? Cette gouvernance aujourd'hui est portée par le comité locaux CLPA, c'est des collèges d'acteurs qui sont régis dans un cadre dirigé par le préfet et qui est statué sur les 718 km de côte. C'est la gouvernance des ressources aujourd'hui qui fait que le CLPA, c'est le gouvernement local, le gouvernement de gestion locale, le gouvernement de gestion de... Nul ne peut ignorer ce CLPA qui dure, et c'est parce que c'est eux-mêmes qui constituent les composantes de ce CLPA en tant que membres désignés. Pourquoi on interdit l'utilisation de ces filets monofilaments? Parce que le monofilament a des impacts négatifs dans l'exercice de la ressource et encore une mauvaise interprétation au niveau de la ressource telle qu'il est défini. Alors, mais c'est un engin qui arrange aujourd'hui ceux qui veulent nous capturer pour le présent et non pour le futur.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction parce qu'au moment où l'État interdit l'utilisation du filet monofilament, on voit que ce même État n'interdit pas pour autant l'importation et la commercialisation de ce même filet. Incohérence que nous soulignons, parce que les vocations commerciales n'ont pas été en tout cas analysées dans l'application du code de la pêche. Alors qu'aujourd'hui, c'est une question il se joue des questions en tout cas de l'environnement où aujourd'hui on négocie aujourd'hui cette applicabilité. C'est-à-dire que dans le code de commerce, il n'est pas interdit de vendre comme une marchandise, ça veut dire aussi dans la démocratie. Mais l'analyse environnementale au niveau de la pêche a donné des conclusions que c'est un enjeu qui n'est pas favorable à une pêche durable et qui a été interdit. Donc, on prend aujourd'hui la nomenclature pêche avec son code et son décret d'application, plus encore les conventions locales de concertation qui ont abouti à des arrêtés d'interdiction par les acteurs eux-mêmes pour l'appliquer. D'accord. Merci beaucoup, Mamadou Diop Thioune. Merci. Je rappelle que... Monsieur Diop. Ngom. Monsieur Ngom. Oui. Pendant qu'on parle de monofilament, ce qui est important, c'est de parler de la furie de ces bateaux de pêche illégale illicite non déclarés dans la zone de Mboro, dans la zone de Fasboy. Oui, parce qu'il y a eu une bagarre entre des pêcheurs de Fasboy qui se sont attaqués à ces bateaux étrangers. Voilà, je ne parle plus de pêche illégale, mais je parle de la piraterie. Parce qu'il n'est pas normal que les pêcheurs soient attaqués dans la zone exclusive qui n'est pas réservée à une pêche industrielle. Est-ce que cela ne remet pas en cause la surveillance de nos côtes? Bien sûr, ce sont les moyens de surveillance qu'on déploie. Les moyens d'intervention ne sont pas au rendez-vous de nos attentes parce qu'ils ne sont pas équipés. Nous n'avons pas la politique de nous n'avons pas les moyens de la politique de surveillance. Mais nous avons la volonté avec la DPSP, malheureusement il nous faut des équipements performants. D'accord. Merci beaucoup. Merci M. Thioune. Tout à l'heure, certainement, vous avez entendu les pêcheurs de Fasboy qui demandent une intervention des autorités, ces pêcheurs donc qui dénoncent les agissements de ces navires étrangers qui, selon eux, sont en train de piller les ressources halieutiques. Mamadou Diop Thioune, merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du dialogue social pêche aquaculture, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Amady Ndiaye.